Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Kofi Yam-Yam. Kofi Yam-Yam, bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce qu'il y a 22 ans, vous avez été élu maire de Saint-Coulis, un petit village breton, puis député, et enfin, vous avez été nommé ministre. Vous êtes sûr que vous êtes noir, vous? Ça arrive que même des noirs soient ministres. Bah, oui, voyez. Alors, Kofi, en pair, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de vos études, de votre vie en France et de votre incroyable élection à la mairie de Saint-Coulis. C'est vrai que jusqu'alors, en Bretagne, le seul truc noir qu'ils avaient vu avant vous, c'était du pétrole sur les plages. Alors, en P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la saison. Ramayad, ambassadrice auprès de l'UNESCO et personnalité préférée des Français, en tout cas des Français qui veulent passer pour des gens ouverts et pas racistes quand on les interviewe pour un sondage, évidemment. Toujours en P2, nous accueillerons Laurent Baffy, qui répondra une bonne fois pour toutes aux questions que tout le monde se pose à son sujet. Comment ça va, Laurent? Qu'est-ce que vous devenez? Pourquoi on ne vous voit plus à la télé? Voilà. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Maxime Brunery, pour son livre « Une vie ordinaire, je voulais tuer Jacques Chirac », publié chez De Noël. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les Terriens » et le groupe « Les Gréments de Fortune ». Kofi Yam-Yam, rebonsoir. Donc, vous avez été élu maire d'un petit village breton en 1989, l'année du bicentenaire de la Révolution, et vous resterez comme un symbole de l'intégration. Étonnant destin que le vôtre. Vous êtes né en 1945 au Togo. Alors, 1945, c'est tout ce que l'on sait, parce qu'à l'époque, les actes civils n'existaient pas au Togo. En mai 1945, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois. Et au Togo, quand il n'y a pas de date précise, on met 31 décembre. C'est ça. Voilà. Donc vous ne savez pas très bien quand vous êtes né, en fait. Non. L'essentiel, c'est de vivre. Voilà. Alors vous êtes né à Bangeli, donc d'une famille de métallurgistes depuis plusieurs générations, qui transformaient en fer le minerai de la montagne de Bangeli. Voilà. C'est ça. Tout le monde a été métallurgiste, sauf moi. Vous avez fait l'école des mines? Oui, j'ai fait l'école des mines. En même temps. Alors... Enfant, vous êtes repéré par un missionnaire blanc qui veut vous emmener dans son école à 40 km de chez vous. Il vous trouve l'air intelligent. Je suis toujours en train de me demander ce que ça veut dire avoir l'air intelligent. Oui. Je ne sais toujours pas. Ouais. En tous les cas, c'est tombé sur vous. C'est tombé sur moi. Alors, votre père se méfie un petit peu quand même. Il vous amène au bord de la rivière avec un poulet. Il jette le poulet dans l'eau et le crocodile accepte l'offrande. C'est bon signe. Ouais. Je savais que j'allais réussir puisque le crocodile avait accepté voilà. le recette. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, chez les Bassards, c'est très important. L'histoire raconte que le premier des Bassards traversait une rivière en saison sèche. Il ne pleut pas normalement. Ouais. Et puis, on ne sait pas d'où est venue une grande vague d'ammon qui a emporté le monsieur et qui est en train de se noyer. Ouais. Et le crocodile qui passait par là lui prend par la peau du dos, le dépose sur l'autre rive et il passe une espèce de contrat. Ouais. L'homme dit aux sauriens de toute la descendance des Bassards, plus jamais un Bassard ne chassera, ne mangera de crocodile. Ah ouais. Et le crocodile dit aux Bassards, de toute la descendance des crocodiles, plus jamais un crocodile ne s'attaquera à un Bassard. Et c'est énorme. La première partie, je l'ai vérifiée. Oui. Je ne mange pas de crocodile. Oui. La deuxième partie, je ne l'ai jamais essayée. Ah voilà, vous allez à l'école des Blancs et vous passez de l'animisme au christianisme. Oui. Alors, 4 ans plus tard, vous partez au collège des missionnaires à Lomé, qui est la capitale du Togo, et puis vous passez votre bac en 64, maths sup à Brest, et ensuite l'école des mines à Nancy. C'est cela. Et là, vous participez à la mise au point des premiers lasers pour faire du feu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que votre père vous avez appris à faire du feu avec un silex. Avec un silex, oui. Je sais toujours le faire. Hein. Ouais, ah bon? C'est ce qui me fait dire que en 30 ans de vie, j'ai parcouru l'histoire totale de l'humanité. Bah, bien entendu, c'est exceptionnel. Du silex au laser. Au laser. Quel tout. destin, quel destin. Ouais.
Évidemment, quand vous arrivez en France, bah, vous êtes surpris, hein, il fait froid, il pleut. Vous découvrez qu'en Bretagne, il pleut 2 fois par an, de janvier à juin et de juin à décembre. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est dur. Hein. Ouais. Il peut pleuvoir 3 semaines de rang. Ouais. Ouais, ouais. Tous les jours, jour et nuit. Jour et nuit. Ah oui, oui. Alors là, quand même, en France, vous êtes victime du racisme. Hein. Il y a des histoires terribles. Un jour, vous êtes à Paris, dans le métro. Je me rappelle comme c'était hier. Hein. Je vois une vieille dame qui était là. Donc je me lève. Je vais la chercher. Moi, les missionnaires m'avaient appris ça. Ouais. Je vais la chercher. Je lui dis, madame, vous n'allez pas rester debout. Allez-y. Je vous cède ma place. Je suis jeune. Vous savez ce qu'elle m'a répondu, la dame? Sachez, monsieur, que moi, je ne m'assoirai jamais dans un fauteuil chauffé par un cul de nègre. Oh là. Alors, j'ai dit, ben, tant pis pour vous, Ouais. je retourne m'asseoir. Ouais. Voilà. Heureusement, vous rencontrez Anne-Marie, qui est prof, et vous vous mariez. Alors là, c'est la première famille blanche où vous pénétrez. Vous êtes très surpris, parce qu'au Togo, en fait, les Blancs, ils ont des boys pour tout faire, quoi. Ouais. Au Togo, moi, j'ai connu un gendarme, et il avait un boy pour lui servir à manger, un autre pour faire son jardin, Ouais. un pour amener ses enfants à l'école, Ouais. un pour faire le gardien, un autre pour... Donc, moi, j'ai toujours connu les Blancs comme ne faisant rien. Et puis là, je découvre que dans une famille, la mère fait à manger, Ouais. le mari sert, dessert, etc. Je Ouais. dis, tiens, les Blancs, ils travaillent aussi. Bonne surprise. Alors, en 1973, vous entrez comme ingénieur à la DDE, la Direction départementale de l'équipement, et vous êtes chargé des routes à 4 voies du réseau breton. Voilà. En 1975, vous êtes naturalisé français. En 1983, vous adhérez au Parti socialiste. Et en 1989, vous devenez maire de Saint-Coulis, le premier maire noir de France. Alors, est-ce que le fait qu'en Bretagne, ça soit une région où les gens boivent beaucoup et qu'ils aient peu d'activités distrayantes explique qu'ils aient voté pour un noir? Vous ne savez pas si bien dire. Parce Ouais. que après mon élection, j'ai reçu beaucoup de courriers. Ouais. Des courriers d'injures. Sale nègre, on va te trouver ta peau. Qu'est-ce que tu crois? Tu ne vas pas venir commander ici. Ouais. Et puis, il y a eu toute une série de courriers envoyés aux habitants de Saint-Coulis. C'était « Il faut être breton, ivrogne Ouais. et attardé Voilà. pour n'avoir trouvé qu'un nègre Ouais. à mettre dans votre mairie. Ouais. » Tel quel, hein? Ouais. Alors que les gens de Saint-Coulis ont véritablement infligé une Bien sûr. leçon. Ouais. C'est eux qui vous l'ont demandé, surtout. C'est ça Oui, qui est c'est eux qui sont extraordinaire. venus me chercher. C'est extraordinaire. Ils ont ouais. infligé une leçon Ouais, ouais. à la France et à l'Europe de ce Ouais. temps-là. Il y en a un qui, après l'élection d'Obama, qui est venu me voir pour me dire « Non, mais franchement, qu'est-ce qui nous pompe l'air avec Obama? Nous, on t'a élu bien avant Bien lui. entendu. Voilà. Alors, quand vous annoncez à vos parents que vous êtes maire de Saint-Coulis, ils vous demandent s'il y a des personnes âgées là où vous êtes chef. Et vous dites oui, effectivement, il y a des personnes âgées, évidemment. Et là, ils vous disent ou bien tu leur laisses la chefferie, parce qu'ils sont plus âgés que toi, Oui. ou bien tu constitues un conseil des Des sages sages. pour t'aider à diriger. C'est ce que vous faites. C'est ce que je fais. J'ai réuni les personnes âgées de Saint-Coulis et Ouais. je leur ai demandé s'ils acceptaient de venir près de moi pour me donner des conseils. On devrait le faire partout, c'est Voilà. une très bonne idée. Ouais. Alors là, vous devenez un symbole de la Bretagne, au même titre que l'élevage des cochons, les bignoux, les cirés jaunes, l'alcoolisme. Le problème des symboles, c'est qu'en général, il n'y en a qu'un. Hein. Eh oui. Aujourd'hui, en France, est-ce que ça serait possible, un truc comme ça? Je crains que non. Ouais, Les Kofi Amian élus ouais, comme ça par une population blanche à 100%, ouais, c'est fini. c'est fini. La France se barricade et même si Le Pen n'a pas gagné sur le plan électoral, il a gagné sur le plan Ouais. de l'idée. La lepénisation La des lepénisation esprits. des esprits, Ouais, c'est cela. Alors en 1991, vous entrez au gouvernement d'Édith Cresson, en 92 dans celui de Pierre Bérégovoy, mais en fait, vous êtes un petit peu utilisé parce que vous êtes un symbole, mais vous n'aurez jamais réellement le pouvoir, quoi. En réalité, je ne sais pas si c'est moi qui ne l'avais pas ou si c'est Ouais. vrai pour tous les ministres. Ouais, Moi, j'ai cherché le pouvoir partout, je ne l'ai pas trouvé. ouais, ouais. Je ne l'ai pas trouvé. Alors vous quittez donc le gouvernement, vous retournez à Saint-Coulis. Oui. Combien de temps après votre départ, vous avez recommencé à être contrôlé dans la rue? Non, pas en Bretagne. En Bretagne, ouais. personne ne me Ouais. compte. Je vais même vous raconter une histoire. Ouais. C'est arrivé à un prêtre camerounais Ouais,
qui est sur la voie express entre Lorient et Quimper. Ouais. Il roule très vite. Les gendarmes l'arrêtent. S'arrêtent, les gendarmes arrivent à « Bonjour, monsieur le ministre ». Ouais. Il me dit « Ils m'ont pris pour toi ». Moi, j'ai rien dit. Voilà. Ouais. Voilà, donc ensuite, vous renouez avec le Togo. Vous voulez vous présenter à l'élection présidentielle, mais le pouvoir togolais rejette votre candidature pour cette histoire de date de naissance imprécise. Voilà. Alors que le type qui a régné 38 ans là-bas, il n'avait pas non plus de date de naissance précise. Il n'avait rien. Il connaissait ni le jour, ni le mois, ni l'année de sa naissance. Ni même l'année de sa naissance. Oui, mais vous, ça a servi à ce que vous ne pouviez pas vous présenter. Voilà, c'était parce que c'était trop menaçant, c'était trop grave. Vous êtes déçu par ce qui se passe en Afrique depuis les indépendances? Oui, je suis déçu parce que les dirigeants, ceux à qui les peuples africains ont fait confiance pour prendre la relève du colon, ils ont probablement fait pire que le colon. Ah oui. Évidemment, il n'y a plus les travaux forcés, la chicote, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ce n'est pas seulement le Togo. Hein. Les plus vieux disent, finalement, c'était mieux au temps des Blancs. Terrible d'entendre ça, quand même. Ça c'est un aveu d'échec terrible. Voilà, puis pour terminer, on va faire votre vanne qui est énorme. C'est un jour, quelqu'un vous parle de Lepensec, qui est un ministre breton, et vous dites, oui, d'accord, mais moi, je suis un breton d'après la marée noire. Exactement. Bonne vanne, qui vous a valu le prix de l'humour politique, d'ailleurs. Absolument. Nous sommes toujours en compagnie de Kofi Yamian. Nous accueillons Ramayad et Laurent Baffy. Alors évidemment, sur ce plateau, il y a Kofi Yamian, il y a Ramayad, il y a les gréements de fortune. On se croirait au Pôle emploi. Ça va, toi content d'être en France? Toi bon boulot? Oui. Alors, Rama, on se souvient de votre passage au secrétariat d'État aux droits de l'homme auprès de votre ami Bernard Kouchner et de votre réaction à la visite de Kadhafi. Notre pays n'est pas un paillasson sur lequel un dirigeant terroriste peut venir s'essuyer les pieds du sang de ses forfaits. Aujourd'hui, tout le monde le bombarde. Rama avait été évidemment exceptionnelle. Bravo. Voilà, bravo. Elle a eu des couilles. Ben voilà. Non mais c'est vrai. Alors on se souvient, Rama, de votre passage au secrétariat d'État au sport, quand vous trouviez que l'hôtel des Bleus était trop bling-bling. On se souvient de vos critiques sur le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy. L'homme noir n'est pas encore entré dans l'histoire. Ça vous a choqué, ça, Kofi, vous? Bien sûr. Oui. L'homme africain, ça dépend de quelle histoire. Oui, on dit que dans les histoires de chasse, si c'était le lion qui racontait la chasse, à la place du chasseur, l'histoire serait complètement différente. Voilà. C'était la dédicace que j'avais choisie pour mon premier livre. Voilà. Et ben voilà. C'est vrai que dans les médias, on retient juste des coups de gueule, alors que derrière, ce qui est beaucoup plus dur que les coups de gueule, c'est un travail de fond et qui est pourtant fait, mais qui est pas toujours valorisable médiatiquement, où ça va vraiment très très vite. Bien sûr. Voilà. Alors, croyant vous faire taire, Nicolas Sarkozy vous nomme ambassadrice de la France auprès de l'UNESCO, contre l'avis de son Premier ministre, François Fillon, qui dit « Comment pourra-t-elle assurer cette fonction en passant sa vie sur le plateau du Grand Journal ?» Depuis, le Grand Journal a compté. Et puis, ils ont compté le nombre de passages aussi de François Fillon. Donc, je pense que voilà, ça s'équivaut. Alors, à l'annonce de votre nomination comme ambassadrice de l'UNESCO, vous avez dit « J'ai mis 10 jours à accepter le poste, alors que Guéant m'appelait tous les 2 jours, quand même. » Non, c'est vrai que j'ai pas accepté tout de suite, parce que d'abord, j'étais partie sur autre chose. Je voulais travailler en entreprise, sur la responsabilité sociale des entreprises. Et donc, c'était pas facile de changer de pied, de laisser tomber ceux auprès de qui je m'étais engagée pour accepter cette fonction, que j'ai fini par accepter parce que le président a vraiment, vraiment beaucoup assisté et je n'avais pas envie que, voilà, qu'on me critique parce que j'avais refusé. Voilà. Donc vous avez accepté. Le problème, c'est que le jour où vous avez accepté l'UNESCO, vous rejoignez le Parti radical de Borloo. Non, c'était avant. Ah bon? J'avais déjà rejoint le parti. C'est vrai que c'est pas très sympa pour le mec qui vous file un job. Non, c'était avant, justement. Donc, c'était en connaissance de cause. Tout ça a fait dire à notre ami Éric Zemmour, trahi par sa créature, Nicolas Sarkozy n'a que ce qu'il mérite. Lui qui poussa le ridicule à vouer à cet enfant espiègle une admiration que rien ne justifie. Ça vous étonne de M. Zemmour? Non. Non, bon, voilà. Ça t'étonne pas, toi?
Non, voilà. Alors, Rama, depuis avril, quand même, la rumeur court que Sarkozy veut vous débarquer de l'UNESCO parce que vous critiquez un peu trop le gouvernement, mais il voudrait que ça soit Juppé qui s'en charge. Non, c'est pas ça, c'est depuis que Jean-Louis Borloo s'est mis en mouvement. Donc, comme je suis dans la même barque, voilà, c'est pour ça. Mais c'est pas très grave. Ouais. Rassurez-moi, vous êtes toujours à l'UNESCO, là. Oui, mais l'État n'est pas... Vous savez, l'État est tout à fait légitime à choisir ses représentants et à les changer quand il le souhaite. D'accord. Il n'y a aucun problème. Alors, là, maintenant que vous êtes chez Borloo, Oui. vous vous êtes aperçu que Sarkozy était de droite, c'est ça? Non, nous aussi, on est de droite. Hein, Vous êtes aperçu qu'il utilisait les immigrés pour se faire élire, quand même. Il y a eu, en quelques semaines, une droitisation très, très forte qui effectivement, s'est concentrée sur certaines catégories de la population. C'est vrai. Sans qu'il y ait de contrepartie, c'est-à-dire sans qu'il y ait à côté une main tendue comme en 2007. En 2007, on avait quelque chose d'assez équilibré, assez enthousiasmant, on avait de la fermeté, ce qui est tout à fait légitime, et en même temps, on avait une espérance républicaine et qui n'excluait personne. Puis là, bon, au bout d'un moment, moi, voilà, par rapport au Front National, la stratégie du nini entre les deux tours qui a remplacé le Front républicain traditionnel pour la droite républicaine, c'était quelque chose de difficile pour moi à accepter. Des phrases qui font mal quand même. Je me voyais mal, par exemple, aller sur un marché à Colombes et dire à une dame écoutez, madame, les Français ne sont pas chez eux. Je ne peux pas matériellement dire cette phrase. Donc elle m'exclut. Alors, plutôt que de rester là à rien faire ou bien à épouser un discours qui ne me mettait pas très à l'aise, j'ai préféré regagner un peu de liberté avec des gens qui pensent comme moi. Et donc voilà, je me sens du coup plus sereine. Ça vous honore? Cette fameuse tentative de dire les immigrés qui ont pris la nationalité depuis moins de 10 ans, s'ils ont commis un crime, ceci ou cela, c'est quand même la droite. Et donc, moi, je me pose la question, comment on peut être de droite quand on est immigré? Oui. Justement, c'est cette même droite qui n'a pas fait passer cette mesure, parce que Jean-Louis Borloo a fait des amendements par la suite pour justement supprimer ce dispositif qui donc aujourd'hui n'existe pas. C'est précisément ça le rôle de cette droite modérée. D'avoir cette idée-là, c'est complètement scandaleux. Quand on sait le rôle que les immigrés ont joué et jouent et joueront encore pour ce pays, c'est scandaleux. Ça n'a pas de sens. Vous engueulez pas, ça se trouve, vous êtes du même village. Vous engueulez pas. Non, mais on s'engueule pas, Non, on s'engueule pas. Bon, alors, Rama, je pense que vous êtes très bien en parti radical. Hein. Écoutez, merci. Qu'est-ce qu'il a de radical, Borloo? Sa coiffure? Il y a... Vous pensez qu'il peut faire combien en 2012? 12,5. 12 degrés, ça. Oui, c'est ça. Non, mais je sais pas pourquoi vous entretenez cette légende. Comme il a dit, c'est pas Gainsbourg qu'on va élire à l'Élysée. Ouais. Hein? Alors, Laurent Baffy, rebonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, Merci de m'inviter pas pour les quotas de blanc à l'antenne. oui, on est obligé. On a le CSA qui gueule chaque deux noirs. Sinon on est obligé. Ouais, bien non, sûr. merci. Comment tu vas, mon Lolo? Très bien, tu me manques Thierry. Voilà. Moi aussi, oui. Alors, ça va sur Europe 1? Ça va très bien sur Europe 1. Je suis très heureux d'être sur Europe 1. Mais ils t'ont toujours pas viré? Non, je vais entamer une 5e année. Ils me reprennent pour l'année prochaine. C'est totalement fou parce que j'arrive à faire de la radio libre sur Europe 1. Oui. Alors, tu as fait le Roland-Garros des personnalités cette année? Non, parce que j'avais pas le temps et puis j'étais blessé. Je voulais savoir si Philippe Laville était toujours vivant. Même si... Oui, aux dernières nouvelles, il tape sur des bambous, mais on attend un coup de fil. Laurent Baffy. T'as vu, Maître Capello est mort? Il me manque beaucoup, oui. C'est Nikos qui l'a tué, une faute de français. Oh merde. Il l'a pas supporté, il a fait une attaque. Tu la vois toujours, Geneviève? Bien sûr, je la vois toujours. Préviens-la pour cet été, la canicule, la mère de Fontenay. Là, oui, non, mais elle a sa bouteille d'eau, elle se déplace toujours avec une gourde. Ah ben très bien, oui, c'est vrai. Ouais, Laurent Baffy. Le mariage de Bigard, c'était bien? Extraordinaire. C'est Rachida qui a... C'est Rachida qui a eu du mal à le marier parce qu'elle avait le fou rire, parce qu'on faisait rien qu'à dire des conneries. Sûr, Et non, c'était formidable. Il paraît que la salle était pleine. Oui, la salle était pleine. Ça a dû lui faire un changement à Bigard. C'est pas vrai, c'est toujours plein, comme Borloo. Alors, pareil que tu refais un film. Là, j'écris un film. Mais pourquoi tu sors pas le premier? Personne ne l'a vu. Elle est méchante. Elle est méchante. Elle est méchante. Alors, tu as une nouvelle pièce à la rentrée au Palais Royal. Ça s'appelle Les Bonobos, un aveugle, un sourd, un muet. Et l'argument, c'est comment faire pour avoir une sexualité non tarifée quand on est handicapé.
Bah oui, c'est le problème qui se pose. Personne se marre. Et non, c'est un vrai problème parce que les handicapés, ils ont une vraie vie, une vraie sexualité. Mais eux, leur problème, c'est qu'ils ont une sexualité tarifée. Et un jour, ils veulent que ça cesse. Donc, ils décident, le truc, pour avoir une vie normale, c'est qu'ils décident de cacher leur handicap, chacun. Donc l'aveugle va faire croire qu'il n'est pas aveugle, le sourd qu'il n'est pas sourd et le muet qu'il n'est pas muet. Et toi, tu fais le muet? Moi, je fais le muet. Et tu as appris le langage des sourds muets? En plein dedans. Ça veut dire bien, on va aux putes. Ah ouais. C'est incroyable. Ça veut dire j'adore ta maman. Putain, j'oubliais. Il y a l'Olympia. Tu sais que dans 2 jours, t'es à l'Olympia, mon Lolo. Oh merde! 2000 personnes devant toi. Tu réalises? J'ai l'Olympia le 20 juin. Bah ouais. Totalement oublié. Ouais. Tu vas te retrouver face à 2000 personnes. Tu veux un Lexomil? Ah ouais, putain, je vais prendre 2 boîtes, là. 2000 personnes et ma mère, qui n'a pas le droit de venir me voir jouer. Alors, il paraît que tu as marqué Ginette Baffy présente. Laurent Baffy, oui, elle va avoir son nom 2 fois sur le fronton de l'Olympia, et si elle chiale pas avec ça, je veux bien être pendu. Ouais. Mais moi, quand tu m'as dit que tu allais à l'Olympia, je croyais que c'était pour voir chanter quelqu'un. Il va y avoir des chanteurs en première partie, et ces chanteurs, il y aura des grandes surprises. Ces chanteurs, c'est un ami à moi qui va les présenter sur scène. C'est moi. C'est toi. Et voilà. Je vais prendre du Lexomil aussi. Voilà, maintenant on passe à ceux qui ont fait l'actualité de la saison avec l'édito de Blacko. Et c'est Claude Cabane, éditorialiste à l'Humanité et sur RTL, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Une vraie bonne nouvelle, c'est quand les gens sont tellement contents qu'ils descendent dans la rue pour fêter ça. Comme les Américains qui ont fêté la mort de Ben Laden, les Anglais avec le mariage princier ou les Arabes qui ont fêté le départ des dictateurs. Que des bonnes nouvelles. Mais commençons par le plus important, la meilleure nouvelle de l'année, ce sont les fesses de Pippa Middleton. Au départ, on n'avait Dieu que pour la robe de Kate, mais dès que Pippa s'est penchée pour remettre la traîne, oh mon Dieu! Une star était née. Dès la semaine suivante, on lui proposait 5 millions de dollars pour faire du cinéma. Mais elle a refusé parce que c'était du porno. Pippa n'a pas besoin de ça pour faire le buzz. Tapez Pippa Middleton, vous obtenez plus de 10 millions d'entrées. Tapez Oussama Ben Laden, vous n'en obtenez que 6 millions. Alors, c'est qui le plus important ? N'empêche, après avoir buté Ben Laden, les Américains étaient drôlement contents, un peu comme nous en 1998. Rien ne pouvait résister aux Gaulois ce soir. Et 1, et 2, et 3 balles dans la tête. En même temps, un assassinat commandité par le prix Nobel de la paix, c'est forcément le triomphe de la justice. Pas la peine de faire un procès. Justice a été rendue. Justice has been done. Pourtant, ces derniers temps, Obama et Oussama étaient tombés d'accord sur une chose, le printemps arabe est une bonne nouvelle. Dans son dernier message audio, Ben Laden se réjouissait que les vents du changement aient renversé Ben Ali et Moubarak. Pourtant, le printemps arabe a prouvé que Facebook et Twitter sont plus efficaces que le terrorisme pour renverser les dictatures. Les manifestants de la place Tahrir ne hurlaient pas des slogans intégristes. Ils réclamaient la liberté, la justice et des élections. C'est pas une bonne nouvelle, ça? En plus, ça tombe bien, parce qu'en septembre, il y aura des élections en Égypte et les frères musulmans présenteront une liste baptisée « Justice et liberté ». Que des bonnes nouvelles. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Voilà. Alors, Claude Cabane, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous êtes éditorialiste à l'Humanité. Oui. Vous êtes sur RTL dans On refait le monde. Oui. Et vous publiez Éloge de la vulgarité aux éditions du Rocher. Voilà. Thierry. On commence donc avec l'édito de Blacko. Alors, c'est la dernière émission de la saison. On en profite pour faire un bilan. Donc, on commence par les bonnes nouvelles. Hein. Alors, Ben Laden tué d'une balle dans la tête et jeté à la mer depuis un porte-avions, comme le demande le Coran. C'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, et un succès diplomatique important pour les États-Unis, et en particulier pour Barack Obama. Maintenant, ça ne veut pas dire que le terrorisme est éradiqué dans le monde, parce que depuis, il a fait des petits Al-Qaïda, et on ne sait jamais les contre-réactions que cela peut provoquer. Kofi ? C'est la misère qui crée le terrorisme. Et tuer un terroriste, c'est peut-être plus facile que de tuer la misère. Ouais. Peut-être qu'on devrait vraiment s'attaquer à la misère dans le monde. Peut-être que ça aiderait les gens à faire autre chose. C'est une bonne nouvelle, ok, mais je pense qu'on aurait dû plutôt l'arrêter et le juger. Oui, parce qu'en fait, il était repéré. Il suffisait de regarder dans l'annuaire du Pakistan pour le trouver. Voilà. Je crois que ça aurait été plus exemplaire. Mais il ne le voulait pas vivant.
Et Pourquoi voilà, le vivant voilà, ne parce voulait que pas vivant? je pense Parce que comme ça devenait Laurent. ingérable pour eux. Et oui, je pense comme Laurent, il a été l'allié des États-Unis dans la guerre contre l'armée soviétique en Afghanistan. Absolument. Les États-Unis ont armé, financé, reçu Ben Laden tout à fait officiellement. Et donc un procès aurait peut-être eu quelques aspects un peu délicats pour les Américains. Par ailleurs, moi je trouve que les Américains, c'est très curieux, ils n'aiment pas montrer les cadavres. Ni le leur, dans la guerre en Irak ou en Afghanistan, ni ceux des gens qui tuent. Ils ont un problème avec les cadavres, ils ont un problème avec la mort, très très sérieux. Vrai, et moi, je pensais que Barack Obama allait apporter des choses nouvelles. Je trouve que tout ça est un peu vieillot, quoi. Franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Après, oui. qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qui serait passé s'il avait été arrêté et puis traduit devant un tribunal? Il aurait pu être jugé à La Haye. Rama, on n'a pas buté Mlavish. On l'a amené au tribunal. Mais ce que je dis, c'est que... Et lui aussi, il a des choses à révéler. Qu'est-ce qu'on sait des conditions dans lesquelles il a été éliminé? Oui. Est-ce qu'il n'y avait pas le choix? Est-ce qu'il était super armé? Est-ce que... Voilà, ça, on n'a pas ces informations. Je me pose quand même toujours beaucoup de questions. Par exemple, sur les rapports entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui tend à devenir le pilier au Moyen-Orient de la lutte contre les révolutions arabes. Les révolutions arabes, avec l'appui des Américains. Alors je me pose beaucoup de questions. C'est compliqué. Voilà. Alors justement, on passe aux révolutions arabes. Donc finalement, l'argument comme quoi des gens comme Ben Ali ou Moubarak étaient des remparts contre l'islamisme, en fait, ça tient pas. C'était bidon. Ils se sont foutus de notre gueule parce qu'on a bien vu que quand ces gens-là sont partis, les islamistes ne sont pas arrivés au pouvoir le lendemain, quoi. Donc c'était du pipeau, c'était de la propagande. Oui, absolument, Thierry. Je crois. Et il faut espérer que ce qui s'est passé dans le monde arabe, en particulier au nord du Sahara, va descendre au sud du Sahara. Parce que là aussi, il y a une brochette de dictateurs qu'il faut éliminer. Les révolutions arabes sont un événement majeur du siècle. Ces gens-là, ces peuples-là ont fait mentir tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on disait ces dernières décennies. Ça veut dire une chose, que les droits de l'homme, ce ne sont pas des mots en l'air. Ça veut dire que la liberté, c'est pas fait que pour nous. Et on a longtemps pensé que ceux-là, il leur fallait le fouet et que la démocratie n'était pas faite pour eux. Eh bien si, ça veut dire que l'histoire n'est pas finie. Et c'est là où les Européens doivent être des partenaires à la hauteur. Bien, alors, dernier point, effectivement, le mariage de Kate et William, 2 milliards de téléspectateurs. Là, je vais faire une vanne pourrie. Est-ce que le jour du mariage de Kate et William, vous étiez devant votre télérama? Ah, mais je vais pas... Je sais. Alors, moi, j'adore les mariages. Alors, j'ai regardé. Moi, ça m'avait ému, ce mariage, parce qu'il était beau. On avait 2 jeunes gens qui étaient magnifiques, qui étaient bien sapés, qui rentraient comme ça dans cette tradition séculaire et qui le faisaient de bonne grâce. J'ai pas aimé Pipa parce que je me suis dit qu'elle faisait de l'ombre à sa sœur. Avec son cul. Non, mais les Français sont à la fois monarchistes et régicides. C'est ça qui est extraordinaire. Ça vous a plu, vous, le mariage? Je ne peux rien vous dire, je n'ai pas regardé. Mais enfin, Kofi. Moi, c'est pas des trucs... Kofi. Moi, c'est pas des trucs qui me font rire, ça. Ah, Laurent? Moi, j'y étais. Non, parce que la reine d'Angleterre a le même gynécologue que ma tante. Donc j'ai été invité comme ça, on a bien mangé, c'était sympa, mais voilà quoi. C'est moins bien que le mariage de Bigard. Beaucoup moins bien. Beaucoup moins drôle. Beaucoup moins bien, l'after était décevante, le mariage. Bien, on continue à discuter de ceux qui ont fait l'actualité de la saison avec l'édito de Blacko 2. Les mauvaises nouvelles, il n'y a quasiment que ça dans les journaux, mais certaines dépassent la mesure. Au Japon, le tsunami a fait 27 000 morts. En France, le Mediator en aurait fait entre 500 et 2000. Mais bon, même quand il n'y a pas mort d'homme, comme dans l'affaire DSK, ça n'empêche pas d'être ému. Les images de ce matin est d'une cruauté insoutenable. Pour le séisme au Japon, Manuel Valls avait retenu ses larmes, mais pour le séisme au PS, il a craqué. J'avais les larmes aux yeux. Normal, les séismes au Japon, on sait que ça peut arriver.
Tandis que DSK mis en prison à New York pour viol, ça, personne n'avait imaginé. Au départ, une majorité de Français croyaient même à un complot contre ce pauvre Dominique. Mais après, quand on a appris qu'il s'installait dans une maison à 50 000 $ par mois, ben, on a arrêté de dire le pauvre. Être riche, très riche, c'est un avantage quand on a affaire à la justice. DSK s'est payé les meilleurs avocats, exactement comme Jacques Servier dans le scandale du Mediator. Depuis plus de 10 ans, on sait que ce médicament est dangereux, mais il n'a été retiré du marché qu'en 2009. Jacques Servier, 9e fortune de France, était prêt à verser de l'argent aux victimes pour qu'elles retirent leur plainte. En revanche, pour ce qui est de verser une petite larme, ça, c'est le boulot de ceux qui s'occupent de sa communication. Tout le personnel de chez Servier est extrêmement affecté par cette histoire, vous l'imaginez bien. Ah, au Japon, c'était autre chose. Contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas si pudique. Le responsable scientifique du gouvernement a éclaté en larmes en annonçant sa démission devant les médias. Cela dit, nous aussi en France, on a été émus. Je voudrais dire au peuple japonais combien la France se sent proche de lui. Mais après le tsunami, on s'est quand même fait plus de soucis pour nous que pour les Japonais. Fukushima, sa centrale, son nuage ont totalement éclipsé Sendai. Bah si, Sendai, vous vous rappelez? C'est le nom de la ville la plus proche de l'épicentre. 11 000 morts. En Allemagne, ils ont eu tellement peur de Fukushima que pour calmer tout le monde, Angela Merkel a décidé de fermer toutes les centrales nucléaires d'ici 2022. Notre système énergétique doit être fondamentalement changé et peut être fondamentalement changé. Comme quoi au départ, Fukushima, c'était une mauvaise nouvelle. Mais faut voir aussi les bons côtés. Ils arrêtent leurs centrales et il va bien falloir les remplacer. Bon, ben on sera candidat pour leur vente de l'électricité. En voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Comme quoi, en France... On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà, c'était l'édito de Black Côte 2, mise en image de Julien Grave, voilà. Alors, dernière émission de la saison, donc on en profite pour faire le bilan et on continue donc avec les mauvaises nouvelles. Alors, beaucoup de catastrophes naturelles cette année. Depuis que Sarkozy est président, vous ne trouvez pas qu'il y a plus de catastrophes naturelles que... Alors, Fukushima, il faudra 20 ans pour nettoyer le site de Fukushima, 20 ans pour sortir du nucléaire, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Plus toutes les centrales défectueuses qui tournent un peu partout en Europe, en Russie... Et ça, c'est un avant-goût de ce qui nous attend, malheureusement. Et les déchets dont on ne sait pas quoi faire. Déchets. Chez moi, dans le Finistère. T'es sûr de ta phrase? Excusez-moi, chez moi, dans le Finistère. Chez moi, dans le Finistère. La première centrale que la France a construite à l'eau lourde, à Brénilis. Depuis 20 ans, on essaie de la démanteler. On ne sait pas comment le faire. Et elle était toute petite. Hein. Mais en même temps, on ne peut pas sortir là, tout de suite, là, du nucléaire. Parce que en France, on a fait ce choix très gaulliste de l'indépendance nationale par le nucléaire. Et si on doit si on doit sortir du dogme nucléaire, ça ne peut pas se faire, hélas, du jour au lendemain. Mais je crois que sur l'aspect énergie renouvelable, il faut que nous mettions le paquet. Moi, franchement, la décision de Mme Merkel, elle me paraît... Elle a constaté que ses électeurs foutaient le camp vers les Verts. Voilà, alors elle va vers... je trouve que c'est très politicard, tout ça. Et j'aurais tendance à dire, même l'énergie nucléaire en France, les centrales nucléaires, il faut aller vers plus d'équilibre avec les autres énergies. Mais ne nous précipitons pas, pas de désastre. Si Mme Merkel veut casser l'économie allemande, eh bien qu'elle casse l'économie allemande. C'est la grande tradition communiste, ils ont toujours été pour le nucléaire. Alors, autre catastrophe naturelle, DSK. Alors ça, pour le PS, c'est à la fois un séisme, une tornade et un tsunami. C'est étonnant cet événement parce que on a l'air de vivre l'histoire de l'Amérique à l'envers. La scène primitive américaine, c'est la domination sanglante des Blancs sur les Noirs. La domination implacable des riches sur les pauvres. La domination des forts sur les faibles, c'est presque leur philosophie politique. Et ce procès nous raconte ça à l'envers, quoi. Comme si l'Amérique voulait se laver de sa propre origine. Moi, je trouve que ça a des conséquences, déjà peut-être pour des femmes jeunes dans les entreprises. Vous savez, Thierry, les entreprises, c'est un peu le monde du silence. Pour amener une caméra ou un micro dans une entreprise. Et souvent, dans les entreprises, il y a des petits chefs, des moyens chefs, des grands chefs qui sont très pressants à l'égard des jeunes femmes. Je pense que ça va les aider à résister et à parler, peut-être. Kofi, le mot de la fin sur DSK. Si cette histoire est vraie, ce n'est pas vraiment DSK qu'il faut plaindre parce qu'il a
qu'il mérite. C'est pas bien. Et la femme, cette pauvre Guinéenne qui est là-bas, qu'est-ce qu'elle devient, cette femme? Elle a fui la misère pour entrer comme femme de chambre dans un hôtel où elle est surexploitée. Et même là, la misère la poursuit encore. Oui. Bien. Ramayad, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, à bientôt. Nous sommes toujours en compagnie de Kofi Yamian, Claude Cabane, Laurent Baffy. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Maxime Brunery. Bonsoir. Alors, le 14 juillet 2002, vous étiez arrêté sur les Champs-Élysées après avoir tenté d'assassiner le président de la République, Jacques Chirac, puis essayé de vous suicider. Aujourd'hui, vous publiez chez De Noël « Une vie ordinaire, je voulais tuer Jacques Chirac », où vous expliquez sans concession votre dérive politique et psychologique. On en reparle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour la saison de Guillon. Écoutez, pour moi, Thierry Ardisson, ça a été une saison formidable. J'ai bombardé la Libye, la Côte d'Ivoire. Au niveau personnel, j'ai aussi déployé mes missiles. Comme vous le savez, Carlita est enceinte. On est sûr que le bébé est de moi, il est tout petit, il bouge énormément. Il a déjà voulu sortir 3 fois. Tout est normal. Mais comme je me suis rendu à Fukushima pendant la période de fécondation, le médecin veut qu'on fasse une amyosynthèse. Si jamais le petit a le physique d'Éric Zemmour, j'ai dit à Paris Match, pas de photo du bébé, c'est un coup à perdre la présidentielle. Puis au niveau politique, c'est aussi une très belle saison. L'affaire DSK est un succès total. Et je dois dire que l'idée de Claude Guéant d'envoyer Nafissatou Diallo au Sofitel de New York est une idée remarquable. De toute façon, je vais vous dire, 2010-2011, ça a été une année d'obsédés sexuels. Hein. Entre Ribéry et Zaya, Berlusconi et ses putes, Racida qui confond inflation avec fellation, Georges Letron qui masse les pieds, Luc Ferry qui voit des pédophiles partout. C'est une saison qui pue le cul. Hein. Mais heureusement qu'on a eu un mariage princier pour relever le niveau. Le prince William, c'est quand même la classe au-dessus. Il est duc de Cambridge, diplômé de Saint-Andrews. Il y a un savoir-vivre, une éducation. C'est pas le genre à sortir son instrument et à se faire sucer dans un Sofitel. Pour moi, c'est une saison à oublier très vite. Entre l'avènement de Marine Le Pen, Hortefeux qui dénonce les grosses cylindrées des gens du voyage, Guéant qui déclare que les Français ne se sentent plus chez eux, de quoi je me mêle, et enfin le pompon, la palme, Madame Chantal Brunel, députée UMP, qui propose de remettre les immigrés qui arrivent de Méditerranée dans les bateaux. Eh bien moi, Madame Brunel, le bateau, je le prends. Je retourne chez moi à Alger pour fuir les petits Zemmour. Je me tire. Rideau. Bonsoir. Bonsoir. Pour cette dernière émission de la saison, nous allons parler du désir de perdre, de l'attirance pour la défaite. Tout perdre, tout gâcher, plutôt que de voir son camarade gagner. Avec moi pour me répondre, les principaux barons du PS, Martine Aubry, François Hollande, Ségolène Royal. Bonsoir. Première question, pourquoi le Parti Socialiste a-t-il voulu organiser des primaires alors que DSK était ultra favori? Pourquoi ne pas l'avoir protégé? Comment peut-on laisser un homme pris à pic au dernier degré, seul dans un hôtel à New York? Qui a décidé de l'éliminer? Est-ce qu'au final, être la gauche la plus bête et la plus nulle du monde vous plaît? Bonsoir. Bonsoir. Que dire d'une saison qui ressemble à un mauvais film dialogué par Éric Zemmour, mis en scène par Lars von Trier et habillé par John Galliano? Parfum populiste et nauséabond aux effluves de Jean-Paul Guerlain. Un mauvais film où certaines photos furent effacées du site officiel de l'Élysée, comme celle montrant Nicolas Sarkozy recevant en grande pompe le colonel Kadhafi.
Passé honteux qu'on souhaiterait à jamais oublier. Pourra-t-on également effacer les cadeaux fiscaux d'Éric Woerth, les petits arrangements de Christine Lagarde et les affaires immobilières d'Alliot-Marie? Lorsque dans quelques mois, la ménagère verra dans Paris Match les photos du petit Sarkozy, réussira-t-elle à pardonner à son papa une politique injuste, élitiste et méprisante? Bonsoir. Là, ça a été une saison énorme. Un président de la République totalement à la rue, 29% d'opinion positive. Des ministres renvoyés, condamnés, un qui profère des injures raciales, un autre qui masse les pieds, un troisième qui magouille avec le clan Ben Ali, et la cerise, un secrétaire d'État qui déclare que Zadig et Voltaire est son livre préféré. Les pieds nickelés nous gouvernent, on touche au sublime. Là, on se dit, c'est fichu, Sarkozy va perdre, il ne passera pas le premier tour. Et là, Thierry, coup de tonnerre, DSK, l'homme providentiel, le favori de la gauche, qui se fait souffler dans le poireau, brouter l'asperge, tutoyer le pontife, scalper le mohican dans un Sofitel. C'est énorme! Vous retrouverez ces 20 millions ici à la rentrée, et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Maxime Brunery, rebonsoir. Vous êtes né le 21 mai 1977, père agent de maîtrise à la SNECMA, mère informaticienne dans la grande distribution. Vous grandissez à Courcouronnes, dans l'Essonne, et vous dites « l'ennui à l'état chimiquement pur ». C'était la vie, disons direct au niveau familial. Matériellement, j'ai jamais manqué de rien, mais bon, sinon je me faisais chier, quoi. Ouais. Votre père était un personnage assez transparent, qui laissait votre mère tout gérer à la maison. Votre mère était une mère castratrice, dites-vous, et paranoïaque. Ça se traduisait comment? Le droit de rien faire, par peur du qu'on dira-t-on. Ouais. Tout simplement. Ni colo, ni sport, vous vivez cloîtré dans votre chambre, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous dites à la maison, il n'y avait pas de conversation, c'était le silence, quoi. Couvert par le bruit de la télévision. Ouais. À 15 ans, vous êtes un adolescent chétif, couvert d'acné, révolté, et c'est là que votre révolte va trouver le moyen de s'exprimer. Un jour, vous découvrez, sur Arte, un reportage sur des groupuscules néo-nazis en Europe, défilé de skinheads, croix celtiques, et cette jeunesse bravant réellement les interdits vous séduit, en fait. Oui, parce qu'elle brave les vrais interdits. Et le véritable interdit moral, c'est de dire « Ah oui, bah, faut pas être raciste, faut pas être fasciste. Bah, moi, je le suis et je t'emmerde. » Voilà, donc là, vous devenez le petit facho provocateur, quoi. 1m80, c'est pas petit. Ouais. Alors, l'idéologie néo-nazie va vous permettre d'être en opposition avec la terre entière. Donc là, d'un seul coup, vous traduisez votre révolte. Et là, vous commencez par le foot, vous devenez un ultra du PSG. Les soirs de match, vous pouvez enfin défouler l'énergie et la haine qui est en vous, en fait. Oui, c'est ça, c'est le grand défouloir contre les CRS ainsi que contre les supporters adverses, le tout baignant dans plusieurs hectolitres de bière. Ouais. Alors, à 17 ans, vous entamez votre construction idéologique, vous lisez Drieux-La Rochelle, Brasillac, Céline, et vous transformez votre chambre en musée un petit peu de la révolution nationaliste, quoi. La chambre que j'avais appelée mon bunker. Bon, inutile de vous dire qu'au mur ne sont pas des icônes républicaines et démocrates qui y figurent. Et au niveau littéraire, j'ai été beaucoup marqué par Pierre Drieux-La Rochelle, d'une part pour son désir européen, son côté sulfureux et son côté désespéré aussi. Et vos parents, ils disent quoi quand vous commencez à mettre des posters ou des emblèmes néo-nazis dans votre chambre? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ils s'en foutent? Rien du tout. J'ai eu 18 ans, je fais ce que je veux et c'est tout. Alors, à 21 ans, vous tournez le dos à la tribune de Boulogne. Vous passez du foot à la politique et vous devenez trésorier d'un petit groupe de skins qui s'appelle 3B, bière, baise et baston, avec t-shirt à croix celtique, paraboots, fringues anglaises et marteau de Thor autour du cou, crâne rasé. Donc là, vous devenez quand même une espèce de caricature de néo-nazi. Ah oui, c'est ça, oui, on avait toute la panoplie. Et baigné dans la surenchère
et dans la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Ouais. Et vous faites quoi avec ces potes de 3B? Principalement boire, provoquer, aller au match de foot, se rendre dans les concerts. J'ai envie de dire aussi peut-être chasser une certaine forme d'ennui assez profond. Le problème, c'est que dans les 3B, il y a un B qui manque, c'est la baise quand même à ce moment-là. Voilà. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est quand on en abandonne 2, on gagne le 3e. Ouais. Tout simplement. Alors, vos parents, en fait, ils ne vous posent toujours pas de questions en voyant ça. Et là, vous entrez au Parti nationaliste français européen, le PNFE. Là, c'est la marge de la marge, quoi. C'est-à-dire, c'est à la droite du Front National encore, ça, non? Là, c'est, je pense, ce qu'il y avait de pire, puisque même pour le Front National, on passait vraiment pour des dangereux. Ouais. Alors, le slogan de ce parti, c'est « France d'abord, Blanche toujours ». Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Là, vous participez à la cérémonie du solstice d'été de la Saint-Jean, donc, à côté de Beauvais, dans un parc. Vous mangez du sanglier, vous buvez de l'hydromel, et là, vous rencontrez des ex-Waffen-SS nostalgiques du Troisième Reich. Le PNFE, entre les skins qui sont en fait nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue, là, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce que j'avais vu dans le livre d'histoire quelques années avant. J'apprends au fur et à mesure de la conversation. Ah oui, en fait, c'était un volontaire SS français qui s'est battu dans la division Charlemagne. Jusqu'à Moscou, dans la division Charlemagne. C'est assez particulier comme rencontre. Ouais. Vous êtes content finalement de participer à cette fête parce que vous dites j'étais enfin accepté quelque part, quoi. Voilà, je suis accepté dans un groupe, je peux parler de mes lectures avec d'autres personnes, donc Céline, Drieux, Brasillac, etc. Il y a aussi le côté vraiment interdit, quoi. Je me dis, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? J'étais à une cérémonie néo-nazie, bah arrête tes conneries. Si, c'est vrai, ça existe. Mais est-ce que vous y croyez à cette idéologie-là, le dieu Thor, le soleil, Tulé? Je pense que c'est de la rêverie adolescente. Ouais. En 1998, quand le PNFE disparaît, vous songez à rejoindre le Front National, mais vous les trouvez un peu ridicules, finalement. Vous trouvez qu'ils sont un peu catho-tradis, quoi. Complètement anachronique. Ouais. Anachronique, vieux, chiant. Alors, en fait, vous entrez au GUD, voilà, qui est une association étudiante. Oui, on va dire ça comme ça. Ouais. 12 euphémismes. Et puis ensuite, vous entrez au MNR, le nouveau parti de Bruno Maigret, dissident du Front National. Là, vous avez une vraie activité au parti de Maigret. Et là, bon, j'ai envie de faire carrière, donc on se voit déjà avec des responsabilités locales. Ouais. On se met à prendre des sections. Oui, il vous propose de vous présenter à un moment. Voilà, oui, candidat donc au municipal à Paris. Et puis un jour, vous êtes rattrapé par la réalité. En fait, votre vie est un désert amoureux et sentimental. Vous êtes dingue d'une militante qui s'appelle Virginie. Mais quand vous l'approchez, elle a peur de Maxime Le Bargeot, Maxime le psycho, dites-vous. Et là, la névrose, la psychose même, vous guette, quoi. Bah, là, c'est de la souffrance insoutenable, et donc... Vous vous rendez compte que finalement, bah voilà, quoi, vous n'avez jamais baisé, c'est pas avec elle que vous allez baiser, en tous les cas. Tout à fait. Ouais. Peut-être un côté trop fleur bleue, trop développé aussi à l'époque. Ouais. Donc je me rends compte que ce sera impossible avec elle, j'en veux pas d'autre. Donc grosse frustration sexuelle. Bon, on peut dire ça, ouais. Et c'est là que vous décidez de vous suicider. Mais vous dites, il n'est pas question que je parte sur la pointe des pieds. Avant de me flinguer, je vais faire quelque chose, quoi. Je vais faire un acte. Et donc vous décidez de tuer le président Jacques Chirac avant de vous tuer, voilà. Oui. Alors là, vous commencez par craquer tout votre pognon, en fringues, en palace. Oui. Vous payez une escort girl ukrainienne. Oui, avec qui j'ai pas eu, on va dire, je n'ai pas pu consommer. Si s'était passé quelque chose, ça aurait pu finalement vous ouvrir sur d'autres aspects de la vie. Alors là, je n'en sais rien du tout, parce qu'en même temps, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Je ne pense pas. Alors là, vous achetez un 22 long rifle et vous allez vous entraîner dans un bois près de Corbeil-Essonnes. Vous entraînez beaucoup? Une après-midi, pas plus. Pas plus. Et le jour J, le 14 juillet, vous vous levez tôt, vous rasez, prenez une douche, vous vous habillez avec soin et vous partez avec votre 22 long rifle dans une voiture que vous avez louée pour l'occasion. Oui. Direction Paris en écoutant Painted Black des Rolling Stones. Ouais, ma chanson préférée des Rolling Stones. Ça aurait pu être Sympathy for the Devil aussi. C'est vrai. Alors là, vous vous garez aux Invalides, vous prenez le métro jusqu'à la Porte Maillot parce que toutes les stations des Champs-Élysées sont fermées pour des raisons de sécurité. En sortant du métro Porte Maillot, vous allez dans une boulangerie, vous achetez un croissant, un jus d'orange. Oui. Et là, quand même, vous prenez un peu pour Ravaillac, quoi. Vous prenez un peu pour Lee Harvey Oswald. Oui, c'est ça. Ça fait une sorte de Lee Harvey Brunerie. Ouais. Alors Chirac apparaît.
vous visez, vous tirez, personne ne réagit. Personne m'a empêché de tirer. Par contre, que le coup de feu est parti, là, il y a réaction. Là, vous retournez l'arme contre vous. Oui. Est-ce que s'il n'y avait pas eu des gens qui interviennent, est-ce que vous l'auriez vraiment fait? Est-ce que vous aviez le courage de le faire? Ah oui, j'ai pas trouvé la gâchette. Donc, si on enlève les badauds qui me mettent au sol, je suis pas ici pour vous parler aujourd'hui. Ouais. Alors là, vous êtes désarmé, immobilisé au sol par 3 badauds, et puis les CRS vous emmènent au 36 quai des Orfèvres. Ouais. Et là, vous redescendez sur Terre, quoi. Il y a un mec qui vous dit, t'étais pas à la foire du trône sur un stand de tir pour gagner un nounours en peluche. Tu as tiré sur le président de la République, quand même. Ouais. Et là, vous réalisez ce que vous avez fait? Là, je réalise que je suis toujours en vie. Je réalise ensuite que j'ai essayé de tuer quelqu'un. C'est pas facile à conscientiser. Ouais. Pardon, mais où est arrivée la balle qui a été tirée? On ne sait pas. On n'en sait rien du tout. On ne l'a jamais retrouvée. Alors là, vous êtes condamné à 10 ans de prison. Oui. Et vous n'en ferez que 7 pour bonne conduite. Vous ne trouvez pas que c'est pas beaucoup pour avoir tiré sur le président de la République, 7 ans? Ah, vous auriez voulu que je fasse plus? Vous êtes gentil, vous? Pas mal. Tout est relatif, mais en prison, ce que j'ai fréquenté surtout, vu que le plus gros de la population est là pour viol, il faut savoir que c'est 10 ans, pas plus. Et effectivement, au niveau du temps effectif, c'est 5 ans et quelques. Donc on a, moi je dis pour un truc qui fait 0 mort, 0 blessé, 0 dégâts matériels, par rapport à la vie d'une femme qui est complètement gâchée, moi je veux dire personnellement, je trouve que ma peine, je l'ai acceptée, je l'ai faite, je l'ai accomplie. Je ne suis pas sorti en conditionnel par principe, je suis allé jusqu'au bout. Je n'allais pas mal me tenir en prison pour faire mes 10 ans jusqu'au bout. Bien sûr. Et à côté de ça, vu ce qui m'a touché, ce qui a touché quelqu'un qui m'est très proche personnellement, ça figure dans mon livre. Moi, je suis pour la réhabilitation de la peine de mort pour les criminels sexuels, ni plus ni moins. Ah oui. Alors, en prison, vous recevez la visite de votre mère qui vous dit « Tu es mieux ici que dehors ». Ouais, elle m'a dit ça au premier parloir, texto, donc ouais. C'est un peu dur. Ouais. Et vos parents, vous les voyez plus maintenant? J'ai mis une distance. Ouais. Vous avez appris quoi en prison? J'ai appris quoi? J'ai appris un métier, j'ai été assistant de gestion. J'ai appris à organiser un festival celtique qui a eu lieu dans la prison ainsi qu'en dehors. Je trouvais ça pas mal. J'ai appris à compter sur moi-même aussi et pas m'en remettre aux autres. Alors aujourd'hui, vous avez une petite affaire d'achat et de revente de livres de collection. Oui. Vous avez trouvé l'amour? Oui. Donc vous avez attendu de sortir de prison pour faire l'amour pour la première fois? Voilà, et donc c'est Jeanne que j'ai rencontrée en permission, qui a été donc la première femme que j'ai aimée. Et vu ce qui lui est arrivé quand elle était gamine, moi je fais, c'est pas de cadeau pour les criminels sexuels. Pour moi, ces gens-là, c'est qu'ils crèvent, quoi. C'est tout. J'en ai trop vu pendant 7 ans. Et quand j'ai été confronté, du coup, à elle qui m'annonce en pleurs ce qui lui est arrivé, et je revois les autres après, ça passe plus, quoi. Donc voilà. Mais vous n'avez pas changé, apparemment. Vous êtes toujours quand même, peut-être pas facho, parce que vous n'êtes plus dans cette idéologie-là. Non. Mais vous êtes quand même très dur, très... Ça vous a pas appris la compassion, la prison? Ça vous a pas appris... Ça m'a appris à jauger les individus selon selon ce qu'ils sont en tant qu'individus, pas selon ce qu'ils sont dans un groupe racial, religieux, politique, sexuel, etc. En tant qu'individu. Alors vous avez écrit au président Jacques Chirac pour lui demander pardon. Il vous a pas répondu, hein? Non, Jacques Chirac, j'espère qu'il me répondra un jour. Ouais. Alors, dans ses mémoires, en fait, il dit qu'il n'a rien remarqué ce jour-là. Non, tant mieux. C'est pas un peu décevant pour vous? Non, pas vraiment. Vous avez honte de ce que vous avez fait? J'ai honte vis-à-vis de moi-même, oui. Mais j'ai pas présenté d'excuses vis-à-vis, j'ai envie de dire, du public, puisqu'ils n'ont pas été touchés. J'ai purgé ma peine de prison. Ouais. J'ai présenté des excuses sous forme d'une lettre privée à la victime. Le reste du monde, si ça ne leur plaît pas, j'ai envie de dire, j'ai pas de compte à rendre au grand public, quoi. Mon livre, c'est pas un mea culpa, c'est pas Mémoire d'un fasciste. J'ai dit ce que je pensais, franchement. Vous avez des regrets quand même? Ah oui, ça par contre sur la conscience, j'ai essayé de tuer quelqu'un. Ça, je l'oublie pas, quoi. Claude? Un homme comme ça, c'est une sorte de néant qui relève de la psychothérapie. 10 000 comme ça, c'est dangereux, il faut les combattre. Laurent?
Si on a la malchance de croiser des individus comme ça qui sont à la dérive totalement, ils peuvent briser des grands destins et c'est troublant, c'est fascinant et c'est terrifiant, quoi. Moi, ce que je trouve terrifiant, c'est la psychothérapie. Vous savez ce que c'est en prison? C'est du cacheton à mort. On teste des nouvelles molécules sur les détenus. Bon, si ça vous plaît, tant mieux. Moi, j'ai arrêté en douce. Donc, ils ont cru, même l'espèce de truc judiciaire qui m'ont collé pendant 15 mois après ma sortie, qu'encore je prenais des cachets. J'en ai pas pris, donc comme quoi ça fonctionne pas, leur truc. Enfin, c'est de la fumisterie, c'est tout. C'est vraiment du foutage de gueule, c'est tout. Kofi. Écoutez, Thierry, moi, je suis assez abasourdi par ce récit, par cette vie. Je n'ai pas mesuré comment une enfance malheureuse, un enfant abandonné pouvait dériver à ce point. On va en rester là. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Kofi Amian pour l'ensemble de son œuvre. Ramayad, ambassadrice de la France à l'UNESCO, ancien ministre. Et sur LCI, dans Think Tank, tous les vendredis. Laurent Baffy, à l'Olympia, lundi. Et les bonobos au Palais Royal, à partir du 9 septembre. Claude Cabane de l'Humanité, pour Éloge de la vulgarité aux éditions du Rocher. Je vous laisse avec le LSAV des émissions et Groland.com. Pour les abonnés à 20h50, un thriller argentin dans ses yeux. On se retrouve en septembre et d'ici là, sur canalplus.fr. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.